Regardez un peu, deux mentalités différentes. Vous partez à une compétition, une même compétition, et la compétition n'est pas encore commencée. Pendant que l'autre peut figurer parmi les 10 premiers, l'autre dit que c'est lui le premier. Vous voyez que déjà, l'autre a déjà perdu le combat. Moi, j'ai toujours dit qu'il faut viser la lune. Au cas où tu n'atteins pas la lune, tu vas atterrir sur les étoiles. Mais là, déjà, le combat n'a pas encore commencé. La course n'a pas encore démarré. Et toi, tu veux être parmi les 10 premiers. Est-ce que vous trouvez ça normal? Toi, tu veux être parmi les 10 premiers. Les amis, vous allez voir plusieurs entrepreneurs aussi, quand ils vont se lancer, ils vont dire non, en fait, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat juste pour pouvoir vivre, juste pour pouvoir manger, juste pour pouvoir prendre soin de ma petite famille. Moi, je pense que c'est inconcevable. Tu ne peux pas venir sur cette terre juste parce que tu veux vivre simplement ta vie, juste parce que tu veux avoir des modèles sommes de 300 000 francs et puis vivre avec ta famille. Non. Imagine si tout le monde allait vivre comme cela. Imaginez-vous être ensemble si tout le monde allait vivre comme ça. Moi, je ne peux pas comprendre. Donc d'abord, l'auteur nous montre que tout succès d'abord, ça passe par une programmation mentale. Qui est ta clientèle? Troisième question, quelle est ta valeur ajoutée? Moi, je dis aujourd'hui, c'est rare de te lancer dans quelque chose, voir que quelqu'un n'a pas encore eu cette idée. C'est vrai, mais c'est vrai. C'est rare que tu vas te lancer dans un business ou bien dans un domaine, voir que tu es le seul au monde entier dans ça. Vous voyez que c'est compliqué. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois venir apporter une valeur ajoutée. Quelle est ta touche particulière que tu viens ajouter? Quelle est la valeur ajoutée? Oui, il te faut une valeur ajoutée. Peut-être ta valeur ajoutée, c'est au niveau de l'accueil que tu vas changer les choses comparativement à l'autre. Toi, tu dis que vraiment lui aussi il fait la même chose, mais moi à mon niveau, je vais changer ma façon d'accueillir les gens. Ça, c'est une valeur ajoutée que moi j'apporte. Ou bien moi, je fais un suivi approfondi. Contrairement à mon concurrent, lui, quand il oublie le client, moi je dis non, quand un client paye, je fais un suivi constant. C'est différent. Ça, c'est une valeur ajoutée. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette session de formation. Alors, je pense que beaucoup me connaissent. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Denis Kiswantida. Voilà, je suis entrepreneur web, je suis conférencier international, je suis formateur, je suis auteur du livre La puissance du marketing digital. Donc, toutes les personnes qui vont nous suivre sur Internet, abonnez-vous parce que et sur cette chaîne, nous allons partager beaucoup de contenu. Mais aujourd'hui, spécialement, nous allons faire le résumé d'un livre très puissant, juste très puissant pour toutes les personnes qui aspirent à devenir de grands entrepreneurs. Quel est ce livre? C'est 40 ans de prison ou 5 ans de travail forcé. Ouais, vous avez bien entendu. Soit vous choisissez 40 ans de prison ou 5 années de travail forcé. Voilà, l'auteur parle majoritairement de l'entrepreneuriat parce qu'il a remarqué que plusieurs personnes fuient l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat c'est comme 5 années de travail forcé. C'est comme 5 années de travail forcé. Il a bien dit que quand vous prenez 100 entreprises qui se lancent en entrepreneuriat, 100 entrepreneurs, ce qui va rester, ça va devenir 5. Au bout de 5 ans, les entrepreneurs qui vont rester sur le terrain ne doivent pas dépasser 5. Environ 5% vont rester au bout de 5 ans. Voilà pourquoi les gens fuient l'entrepreneuriat. Et ils vont aller se réfugier au niveau du salariat, ils sont contents là-bas et tout. Donc, le livre 40 ans de prison ou 5 ans de travail forcé, c'est un livre puissant. Toutes les personnes, j'invite toutes les personnes qui veulent devenir de très grands entrepreneurs à suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que vous allez découvrir des codes qui vont vous permettre d'aller rapidement et de ne pas faire certaines erreurs. Donc, rapidement, on va avancer. Donc, l'auteur, il a commencé d'abord par ça. Il a commencé par dire qu'il y a deux sortes de mentalités. Il y a la mentalité francophone et puis il y a la mentalité anglophone. Malheureusement, plusieurs personnes ici ont ce qu'on appelle la mentalité francophone. Ok, la mentalité francophone, plusieurs personnes. L'auteur a donné un exemple très palpable. Il a dit que lors des Jeux Olympiques, on a posé la question à deux athlètes.
il y a un athlète francophone et puis il y a un athlète anglophone. Lorsqu'il a posé d'abord la première question à l'athlète francophone, alors comment il trouve les Jeux Olympiques de cette année, l'athlète francophone dit ok, vraiment je suis très content d'être ici parmi tout le monde, je suis très content de participer à ces Jeux Olympiques. Donc ce que moi je peux dire, je suis très content et l'ambiance y est. Donc moi je pense que je prie Dieu pour être parmi les 10 premiers. Voyez un peu ça, c'est la mentalité francophone. Lui, le premier athlète dit que lui, il est là, il veut figurer parmi les 10 premiers. Ça c'est lui sa mentalité. On a approché maintenant l'américain, l'anglophone, on lui a posé la même question. Il dit non, bon, je suis concentré actuellement parce que je suis venu pour un objectif et je sais que je dois être le premier. Donc je me focalise d'abord sur ce résultat d'abord. Regardez un peu, deux mentalités différentes. Vous partez à une compétition, une même compétition, et la compétition n'est pas encore commencée. Pendant que l'autre peut figurer parmi les 10 premiers, l'autre dit que c'est lui le premier. Vous voyez que déjà, l'autre a déjà perdu le combat. Moi, j'ai toujours dit qu'il faut viser la lune. Au cas où tu n'atteins pas la lune, tu vas atterrir sur les étoiles. Mais là, déjà, le combat n'a pas encore commencé. La course n'a pas encore démarré. Et toi, tu veux être parmi les 10 premiers. Est-ce que vous trouvez ça normal? Toi, tu veux être parmi les 10 premiers, les amis. Vous allez voir plusieurs entrepreneurs aussi, quand ils vont se lancer, ils vont dire non, en fait, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat juste pour pouvoir vivre, juste pour pouvoir manger, juste pour pouvoir prendre soin de ma petite famille. Moi, je pense que c'est inconcevable. Tu ne peux pas venir sur cette terre juste parce que tu veux vivre simplement ta vie, juste parce que tu veux avoir des modèles sommes de 300 000 francs et puis vivre avec ta famille. Non. Imagine si tout le monde allait vivre comme cela. Imaginez-vous être ensemble si tout le monde allait vivre comme ça. Moi, je ne peux pas comprendre. Donc, d'abord, l'auteur nous montre que tout succès, d'abord, ça passe par une programmation mentale. Le succès passe d'abord par ta mentalité. Nous, Africains, on commence quelque chose et on se dit non, voilà, nous aussi on veut participer. L'Africain, non. Et le francophone lui dit qu'il est content même d'être fier. Et il se compare maintenant aux autres même qui n'ont pas pu effectuer, qui n'ont pas pu être qualifiés pour les Jeux Olympiques. Pendant ce temps, l'autre est venu pour gagner. Dites-moi, entre celui-là qui joue pour gagner et celui qui joue pour ne pas perdre, quelle personne est plus proche de la victoire? Il y a deux personnes. Il y a une personne qui joue pour gagner. Et il y a une personne qui joue pour ne pas perdre. Pour moi, celui qui joue pour gagner, celui qui va gagner, celui qui ne va pas perdre. Lui ne peut pas perdre. Lui-même, il se croit d'abord vainqueur. Mais d'autres jouent pour ne pas perdre. D'autres même sont contents de participer. Ça fait mal. Souvent, je remarque les pays africains lors de la Coupe du Monde. Mais j'ai l'impression que non. Dans certains pays africains, quand ils arrivent à la Coupe du Monde, déjà ils sont fiers. Parce que parmi tant d'Africains, eux, ils ont pu être qualifiés pour la Coupe du Monde. Déjà, ils sont fiers. Donc, ça veut dire que quand ils rencontrent une équipe, peut-être Angleterre ou quelle équipe, ils se croient déjà inférieurs avant d'aller sur le terrain. Vous avez perdu le combat, vous avez perdu le match à l'avance. Vous avez perdu le match à l'avance. Je suis sûr que si on pouvait aussi interroger certains pays, pour certaines équipes africaines qui partent à la Coupe du Monde, ils vont dire aussi que non, eux ils sont contents d'être à la Coupe du Monde parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui voulaient être là, mais ils n'ont pas pu être là. Mais eux, au moins, s'ils ont atteint le 8e de finale, c'est bon. Pourtant, là, on a déposé la coupe pour tout le monde. Vous venez pour une Coupe du Monde et vous venez juste pour, je ne sais pas, moi je n'ai rien compris. Toi, tu as une chance de remporter quelque chose, mais tu te contentes du peu. La majorité des gens se contentent du peu dans la vie. Fuyez toutes les personnes qui vont se contenter du peu. Moi, j'ai toujours dit, toute personne qui peut gagner plus, mais se contente du peu, moi, je suis cette personne-là. Parce que cette personne n'a pas une vision à long terme. Moi, je dis aujourd'hui, si toi, tu veux faire du bien à quelqu'un, il te faut de l'argent.
Mais si tu veux te contenter du peu, non, moi, si je gagne 500 000 moi, ou bien moi, il y a des gens quand ils ont leur entreprise comme ça, ils ne pensent même pas à comment stabiliser leur entreprise avec le temps, ils sont contents. Donc, les amis, tout est une question de mentalité. Mentalité francophone, mentalité anglophone. Donc, il faut qu'on supprime la mentalité francophone et qu'on commence maintenant à rentrer dans la mentalité anglophone et dire que nous aussi, on peut gagner. Dire qu'eux aussi, on joue pour gagner, mais on ne joue pas, on ne vient pas pour participer. Il y a des gens même dans la vie active, ils pensent que quand on parle de riches là, c'est telle famille. C'est peut-être la famille Kanagé, au moins eux, c'est la famille des riches, ou bien la famille Nana, c'est eux la famille. Donc ça veut dire qu'en ce moment, toi tu viens pour participer, tu viens pour suivre, pour accompagner les gens à vivre. Si Dieu voulait que tu sois comme cela, il pouvait te faire peut-être un arbre à quelque part, là tu vas vivre peut-être 100 ans, 200 ans, une partie. Mais si tu es un être humain qui respire, ça veut dire que toi aussi tu as un mot à dire. Ça veut dire que toi aussi tu n'es pas venu pour accompagner les gens. Ça veut dire que tu n'es pas venu juste pour participer. Donc, dans le cas de jeu, l'auteur a parlé de la question de mentalité. On va poursuivre les amis. Diapo. Donc, il a posé la question, qu'est-ce qu'un entrepreneur? Parce qu'on ne peut pas parler d'entrepreneur sans qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'un entrepreneur. Voilà, qu'est-ce qu'un entrepreneur selon vous? Qu'est-ce qu'un entrepreneur? Un entrepreneur est une personne physique qui apporte des solutions à un problème déterminé. Ok. Une très belle définition qui n'a pas terminé. Oui, qu'est-ce qu'un entrepreneur? Selon moi, un entrepreneur, c'est une personne qui entreprend et qui cherche à se faire beaucoup, à gagner beaucoup plus. C'est bien, mais c'est pas arrivé. Qu'est-ce qu'un entrepreneur, madame? Qu'est-ce qu'un entrepreneur? Donnez votre définition, ou bien vous n'êtes pas des entrepreneurs. Alors, je reviens sur pour compléter. Ok, qu'est-ce qu'un entrepreneur? Ok, merci pour la parole. Par entrepreneur, je vois une personne qui travaille intelligemment avec des stratégies bien précises, non seulement pour réussir, mais pour faire réussir d'autres personnes. Merci beaucoup pour ta définition. Qu'est-ce qu'un entrepreneur? Ok, merci pour la question. Un entrepreneur, c'est celui-là qui identifie un problème dans la société et qui trouve la solution à ce problème. Maintenant, ça peut être en échange d'une rémunération. Merci, c'est la définition adéquate, c'est la définition la plus compréhensible d'un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est un apporteur de solutions. Un entrepreneur, c'est celui, et je pense que dans le livre, l'auteur a souligné le fait que tu peux, bon, il a pris l'exemple d'une chemise blanche tachetée et quelqu'un est venu apporter une solution et dit que non, je peux t'apporter une solution pour que ça puisse. Donc vous voyez un peu, il y a un problème qui est là, mais l'autre apporte la solution. L'autre apporte la solution au problème. Donc un entrepreneur, les amis, c'est quelqu'un qui va voir un problème, qui va voir une situation et il dit que moi je peux venir apporter mon plus à ça en contrepartie d'une rémunération. Oui. Dans l'entrepreneur, lui, il est là seulement pour apporter des solutions ou il peut créer aussi des situations et puis gérer. Créer des situations et puis gérer. Non, l'entrepreneur déjà, tu peux être dans un problème même sans le savoir que tu n'es pas dans une. Mais l'entrepreneur identifie, il dit que non, si je viens avec ça, ça veut dire que chez toi ça peut être encore beaucoup plus facile. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Nous, on avait des sociétés de transport, staff, TSR, ainsi de suite. Vous voyez, là, elles ont identifié un problème pour que quelqu'un puisse se déplacer de Ouaga, Bobo, Kourgou, ainsi de suite. Ça, vous voyez que c'est compliqué. Maintenant, pendant ce temps, il y a un autre entrepreneur qui est venu, il a dit non. En fait, moi je pense que souvent c'est un passager qui n'aime pas s'arrêter en cours de route. Souvent c'est un passager
qui n'aime pas en réalité quand ça prend beaucoup de temps. Donc, qu'est-ce que lui il est venu faire? Il est venu créer un avion par terre. Vous connaissez tous cet entrepreneur, il s'appelle, c'est le PDG de Elitis. Donc, quand il était venu avec sa société Elitis, c'est pour venir encore corriger quelque chose que les gens aussi avaient déjà fait. Mais il a vu que non, les autres sociétés, quand on démarre pour aller à Bobo, souvent on va faire escale 10 fois avant d'arriver. Et puis il y a le contrôle. Il lui dit non, on va finir avec tout ça. Quand l'avion décolle, c'est qu'on a déjà fait tous les contrôles. Il n'y a plus de contrôle si ce n'est pas la destination. Lui il dit que lui va créer avion par terre. Qu'est-ce que lui fait? Il crée, maintenant, dedans, tu peux te soulager, dedans, on mange dedans, tout se passe dedans. Et le car ne s'arrête pas. Quand ça démarre au Ouagadougou, c'est direction Bobo Dioulasso. Il n'y a pas d'escale. Si quelqu'un fait semblant, il arrête à bout de route, il ne s'arrête pas. C'est sa philosophie. Au début, il a souffert. Parce que les gens n'avaient pas cette philosophie. Imagine, tu démarres, il n'y a personne, et en cours de route, il y a des gens qui t'accostent pour rentrer. Mais comme toi, tu as une autre philosophie, comme toi, tu es venu pour apporter une solution, si toi aussi tu commences à t'arrêter, ça veut dire que tu as trahi ta décision, tu as oublié ce que tu es venu pour faire. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Souvent, le cas démarre ici pour Bobo, il y a 2 personnes. Quand ça démarre avec 2 personnes, c'est comme l'avion. Quand l'avion décolle avec 100 passagers, ça veut dire que si l'avion décolle pour Éthiopie, par exemple, avec 100 passagers, à l'arrivée, il y a 100 passagers, non? Il n'y a pas quelqu'un qui va rentrer. Il n'y a pas quelqu'un qui va rentrer en cours de route. Donc quand Elitis démarre aussi, si on a vu qu'il y a 3 personnes dedans, ok, direction Bobo Dioulasso, 3 personnes, même s'il y a 20 personnes qui vont les arrêter en cours de route, direction Bobo Dioulasso. Là maintenant les gens vont dire, ah, les 3 passagers qui sont rentrés, ils vont dire, non, vraiment, comme on a démarré, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de dérangement, on est arrivé à Bobo, attends, sinon j'allais. Donc les 3 personnes seront quoi? Des vecteurs d'information au fur et à mesure. Vous voyez? Je pense que ma première fois d'aller à Bobo, j'avais pris Elitis en son temps, pour aussi voir ce qui se passe dedans. Donc ça c'est un entrepreneur. Donc par rapport à ta question, tu peux voir quelqu'un, il est dans une situation, mais tu peux lui apporter encore une solution adaptée. Donc, c'est ça. C'est ça un entrepreneur. Et de nos jours, tout le monde doit devenir des entrepreneurs. Tout le monde doit être entrepreneur. C'est l'entrepreneuriat seul qui peut te faire sortir de ta situation là où tu es. C'est l'entrepreneuriat seul. Si tu n'es pas un entrepreneur, ça ne marche pas. Donc il y a d'autres, ils ont décidé de faire des formations. Oui, mais leur formation, ça apporte un plus aussi à d'autres personnes. Puisqu'ils ont trouvé que non, si tu n'as pas de compétences en digital, par exemple, moi je suis expert dans le domaine du digital, j'ai même écrit un livre. Au début, j'ai commencé à former des gens dans le domaine du digital. Mais ça aussi, c'est ma façon d'entreprendre. Parce que j'apporte quelque chose, j'identifie un problème. Je regarde dans la société, les jeunes sont là, ils veulent, mais ils n'ont pas de compétences. Qu'est-ce que je fais? Je viens apporter les compétences, mais en retour avec quelque chose. Bien sûr. Est-ce que je vais le faire gratuitement? Non. Je le fais en retour avec quelque chose. Voilà pourquoi, moi je dis souvent, pour identifier, pour savoir les vrais entrepreneurs, c'est là où les gens se plaignent que les vrais entrepreneurs se positionnent. C'est très simple. Moi, j'ai posé avec quelqu'un qui dit que lui, il aime les gens qui se plaignent. J'ai dit pourquoi? Non, il dit que non, c'est là, il fait que lui, il arrive à identifier des solutions à apporter. C'est-à-dire quand il arrive à quelque part, il voit les gens qui sont en train de se plaindre. Vraiment, ici, là, dans ce quartier-là, je ne sais pas trop. Pour pouvoir avoir une boutique, même payer quelque chose, c'est compliqué. Ici, là, même, il est en train d'écouter comme cela. Il dit, ok. Ça veut dire qu'il y a un problème à côté, donc on peut trouver une solution à côté. Ça veut dire qu'il a apporté une solution. Il a apporté une solution. Vous voyez? Donc en réalité, l'entrepreneuriat c'est doux. Mais l'entrepreneuriat c'est compliqué. C'est 5 ans de prison. 5 ans de travail forcé. Les gens fuient. Il faut faire attention.
Les gens fuient. C'est pas parce que les gens ne veulent pas entreprendre, mais ils savent ce qui se trouve dedans. Ils savent les nuits blanches qui se trouvent dedans. Ils savent le travail qui se trouve dedans. Nous sommes dans la méthode, il y a des gens qui viennent dans la méthode, ils fuient. Ils parlent que ça va être trop facile, doux, ainsi de suite. Quand tu viens, on te donne une formation de 2 heures de suivre. Tu commences à gratter ta tête. On te donne un livre à lire, tu commences à gratter ta tête. Tu vois? Les gens savent que l'entrepreneuriat a l'argent dedans. Mais c'est pas quelque chose qui est garanti. C'est pas quelque chose que non, c'est garanti que chaque mois tu. Non, tu commences en entrepreneuriat, tu commences quelque chose que les gens ne voient pas. Vous voyez un peu, non? Tu commences quelque chose que les gens ne voient pas. C'est toi seul qui vois, c'est toi et toi seul. Les gens même ne croient pas en ton projet. Jusqu'à ce que ça se réalise. Donc, il va de soi que les gens fuient l'entrepreneuriat. Ils savent qu'il y a l'argent, mais ils fuient. Ils préfèrent aller déposer des concours. Là, au moins, ils ont leurs 200 000, 300 000, même 500 000 francs. Ils sont contents. Ils vivent avec leur petite famille. Voilà pourquoi moi j'ai dit fuyez les personnes qui se contentent du peu. Toute personne qui se contente du peu, fuyez cette personne-là. Fuyez les personnes qui se contentent du peu. Si quelqu'un dans sa vie, il est venu juste pour accompagner les gens, juste pour, moi ça là, ça me suffit. Si tu vois quelqu'un qui dit, moi ça là, simplement, ça me suffit. Donc je pense que vous avez bel et bien compris cette partie. Donc on va continuer parce qu'on n'a pas le temps. L'auteur a partagé en réalité 7 stratégies pour être un bon entrepreneur, 7 stratégies pour aller, voilà, 7 stratégies pour bâtir une entreprise à succès. Maxime Victor, 40 ans de prison ou 5 ans de travail forcé, 7 stratégies pour bâtir une entreprise à succès. Ensemble, on va voir ces 7 stratégies. Donc, on avait commencé par la question de mentalité, par définir d'abord qui est un entrepreneur, et maintenant, on va voir maintenant les 7 stratégies pour bâtir une entreprise à succès. Est-ce que vous voulez bâtir des entreprises à succès? Oui, bien sûr. Donc, il y a 7 stratégies qui ont été partagées dans ce livre, 40 ans de prison ou 5 ans de travail forcé. On va aller rapidement. On est un peu plus par le temps. La première stratégie, c'est la croissance personnelle. L'auteur a souligné que la première, pour bâtir une entreprise à succès, surtout actuellement là où nous sommes, à notre époque, il te faut une certaine croissance. Et c'est pas une croissance, c'est la croissance personnelle. Ça veut dire tout simplement qu'il te faut des compétences, il te faut des connaissances utiles. Si tu veux te lancer dans le monde du business, dans le monde de l'entrepreneuriat sans connaissance, aujourd'hui tu vas souffrir. Voilà pourquoi nous devons lire des livres. Lorsque nous lisons les livres, nous allons avoir l'expérience d'autres entrepreneurs et ça va nous aider à ne plus faire les mêmes erreurs. Lorsque nous suivons des formations, ça va nous permettre d'avoir certaines compétences et ça va nous permettre d'éviter certaines erreurs. La croissance personnelle. Vous savez tous qu'on a dit que le succès, on ne le poursuit pas, mais on l'attire en devenant une meilleure personne. Donc, vous allez voir plusieurs personnes qui vont réussir dans le monde de l'entrepreneuriat. Vous allez penser que c'est le hasard. Ce ne sont pas des gens qui ont poursuivi, mais ce sont des gens qui ont attiré. On ne poursuit pas. Quand tu poursuis l'argent dans la vie, l'argent te fuit. J'ai toujours dit ça. Quand tu poursuis le succès te fuit. Mais qu'est-ce qu'il te faut faire? Il te faut attirer. Mais comment faire pour attirer? En augmentant sa valeur, en devenant une meilleure personne. Par exemple, il y a certaines personnes, quand tu les vois, ils disent qu'ils veulent devenir millionnaires, mais quand tu les regardes, tu sais qu'il y a une distance entre eux et les millions. Pour devenir millionnaire,
il y a une personne que tu dois devenir avant de devenir millionnaire. Est-ce que vous savez ça? C'est-à-dire qu'il y a une personne, c'est-à-dire que toi-même déjà là, il y a une transformation qui doit d'abord s'opérer en toi avant que le million n'arrive. Donc plusieurs personnes se posent la question comment devenir millionnaire. Non, ce n'est pas la bonne question. La bonne question, je dois devenir quel genre de personne pour devenir millionnaire? Ça c'est la bonne question. Qu'est-ce qu'il me faut d'abord à ma personne avant de devenir millionnaire? Il y a mon mentor qui a écrit un livre avant d'avoir l'argent. C'est-à-dire qu'avant d'avoir l'argent, qu'est-ce qu'il te faut d'abord? Avant de devenir millionnaire, tu dois devenir quel genre de personne? Quelles sont les compétences qu'il te faut? Quelles sont les connaissances qu'il te faut? Tu dois être capable de faire ça pour pouvoir devenir millionnaire. Avant de lancer un entrepreneuriat aussi, si tu te lances comme ça, tu vas échouer. Tu feras partie des 95% ou des 90% qui échouent en moins de 5 ans. Maintenant, si tu veux éviter tout ça, il a partagé cette stratégie. Pour que tu puisses faire partie des 5% des gens qui réussissent là, il te faut une croissance personnelle. Très très important. Est-ce que vous avez bien compris? Je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que toutes les personnes qui sont dans la méthode FAR savent que chaque jour on se forme, chaque jour en matière de croissance personnelle, en tout cas, si vous voulez les compétences, les connaissances, rejoignez la méthode FAR. Donc toutes les personnes qui nous suivent en ligne et que vous voulez, en réalité, ça c'est le premier pilier, c'est la première chose qu'il te faut pour pouvoir réussir dans ta vie, pour pouvoir réussir dans le monde de l'entrepreneuriat. Et nous avons un système qui s'appelle la méthode FAR. Dans la méthode FAR, il y a plein de formations, que ce soit en développement personnel, leadership, marketing digital, vente. Il y a toutes ces formations qui se trouvent dans la méthode FAR. Donc, si vous voulez acquérir ces compétences, si vous voulez acquérir ces connaissances, vous allez voir un lien ou bien un numéro en bas de cette vidéo. Vous rejoignez la méthode FAR simplement. Peu importe là où vous êtes, si vous êtes au Burkina, en Côte d'Ivoire, peu importe le pays, si à Internet seulement là-bas, c'est que vous pouvez rejoindre la méthode FAR et bénéficier de tous les avantages qui y sont. Donc, on va poursuivre. Deuxième stratégie, c'est le plan d'action. Oui, deuxième stratégie, en réalité, c'est le plan d'action. Quand tu veux te lancer dans quelque chose, oui, la première des choses, il te faut des connaissances, c'est vrai. Mais il te faut aussi un plan d'action. Il te faut savoir où est-ce que tu veux aller. Tu veux aller où? Qu'est-ce que tu dois faire pour atteindre là-bas? C'est là le souci. Plusieurs personnes me disent, bon, moi je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Concrètement, quoi? Tu veux te lancer dans quoi? Tu veux te lancer dans la vente des produits ou bien tu veux te lancer dans la vente des services? Je ne vois pas. Tu dis que tu veux te lancer dans, on a compris. Mais c'est dans quoi exactement? Comment tu comptes le faire? Pas de question. Si tu n'as pas compris ça aussi, ça veut dire que tu es en danger. La majorité des gens que moi je vois, oui, en fait, moi je serai un grand entrepreneur. Oui, je dis, ok, tu seras un grand entrepreneur. Qu'est-ce que tu vas faire? Il commence maintenant à gratter sa tête. Il te faut maintenant un plan d'action. Vous savez, plusieurs personnes ont peut-être des idées, des pensées, mais ils ne passent pas directement à l'action. Vous allez voir plusieurs personnes qui vont dire non, en fait, moi j'ai l'intention, je sais que je dois faire tel ou tel, mais en réalité, pas de plan d'action. S'il n'y a pas de plan d'action, tu ne vas pas exécuter. Et la vie ne récompense pas ce que tu comptes faire, mais c'est ce que tu fais qui sera récompensé. J'ai dit ça lors de ma formation la dernière fois. Ce n'est pas ce que tu comptes faire qui compte, mais c'est ce que tu fais qui compte. Ce n'est pas ce que vous comptez faire, vous comptez vous lancer, vous comptez peut-être démissionner, vous comptez peut-être commencer à créer des business à côté. Oui, ça vous comptez faire. Mais ça, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de résultat, il n'y a rien de concret. C'est ce que tu fais qui compte et non ce que tu comptes faire. La majorité des personnes comptent faire. Quand tu poses la question à 100 personnes, ouais, je compte, je vais, ça, il n'y a pas de rémunération dedans.
Parce que tu n'as pas un plan d'action. Si tu avais un plan d'action établi, tu allais pouvoir le réaliser. Donc, diapo, je vais vous montrer. Maxime nous dit que il y a 4 questions à se poser. Quand tu veux te lancer dans le monde du business, dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a 4 questions à se poser. La première question, quel est ton projet? Ça, c'est la toute première question. Quel est ton projet? Ton projet là aussi, c'est quoi? C'est quoi tu comptes faire? C'est produit quoi? C'est service quoi? C'est quoi? C'est-à-dire que tu ne peux pas te lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde du business, sans d'abord te poser ces 4 questions. Sans d'abord te poser ces 4 questions, ce n'est pas possible. Quel est ton projet? Si tu ne connais même pas ton projet, c'est vague. Moi, mon projet, c'est de venir apporter tel ou tel chose. Moi, mon projet, c'est peut-être la vente des compléments alimentaires. Moi, mon projet, c'est peut-être la vente des formations en marketing digital. Moi, mon projet, c'est peut-être ça, ça, ça. Là, on connaît ton projet. Si tu ne connais pas ton projet, c'est grave. Deuxième question à se poser, qui est ta clientèle? Oui, c'est des gens qui vont acheter, non? C'est des gens qui vont acheter. Donc la deuxième question, qui sont mes potentiels clients? Beaucoup ne se posent pas cette question, c'est erreur. Beaucoup pensent qu'il suffit juste de créer le produit et bien le service et automatiquement tout le monde va s'adhérer. Non. Le rôle à ne pas faire, c'est de viser tout le monde. Si vous visez tout le monde dans la vie, vous avez tout perdu. Et les qui attendent d'abord, ils créent le produit avant de se poser la question maintenant, c'est qui va payer. Mais tu dois te poser ces 4 questions d'abord avant de commencer toute entreprise. Qui est ta clientèle? C'est qui? Qui va acheter? C'est qui? Parce que c'est pas toi. Ou bien il y a des gens aussi qui vont dire, moi, ce que je fais, c'est tout le monde. Non, c'est faux. Voilà pourquoi même dans la méthode phare, c'est pas tout le monde qui va rejoindre la méthode phare. Oui. Tu ne peux pas faire sortir un produit et dire que ton produit concerne tout le monde. Tout le monde, c'est qui? C'est vague. Donc, ton produit doit avoir un public cible. Tu cibles quelle catégorie de personnes? Tu cibles qui? Est-ce que c'est tout le monde ou bien c'est qui tu es en train de cibler? Tu vas voir que non. Peut-être je cible les enfants, je cible les femmes, je cible les femmes au foyer, ainsi de suite. Sinon, si tu cibles tout le monde, tu es en danger. Si tu cibles tout le monde là, tu es en danger. Tu ne vas pas avoir les clients. Mais si tu as choisi des catégories de personnes, tu dis que voilà les personnes qui seront intéressées par mon produit ou bien par mon service. Là, tu as fait le ciblage. La majorité des gens ciblent tout le monde. C'est vrai, non? Et vous êtes étonné que ça ne marche pas. Rappelez-vous de la loi de 80-20. La loi de Pareto dit, par exemple, 20% de ton chiffre d'affaires est réalisé par peut-être 80% de ton chiffre d'affaires est réalisé par 20% de tes clients. Donc si tu connais ça, tu maximises beaucoup sur les 20% seulement qui seront intéressés par ton produit. C'est eux qui font les 80% de résultats. C'est eux qui feront les 80% de résultats. Maintenant, si tu pars te concentrer sur les 80% qui produisent 20% de ton chiffre d'affaires, tu peux mettre ton énergie là-bas. Qui est ta clientèle? Troisième question, quelle est ta valeur ajoutée? Moi, je dis aujourd'hui, c'est rare de te lancer dans quelque chose, voir que quelqu'un n'a pas encore eu cette idée. C'est vrai, mais c'est vrai. C'est rare que tu vas te lancer dans un business ou bien dans un domaine, voir que tu es le seul au monde entier dans ça.
Vous voyez que c'est compliqué. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois venir apporter une valeur ajoutée. Quelle est ta touche particulière que tu viens ajouter? Quelle est la valeur ajoutée? Oui, il te faut une valeur ajoutée. Peut-être ta valeur ajoutée, c'est au niveau de l'accueil que tu vas changer les choses comparativement à l'autre. Toi, tu dis que vraiment lui aussi il fait la même chose, mais moi à mon niveau, je vais changer ma façon d'accueillir les gens. Ça, c'est une valeur ajoutée que moi j'apporte. Ou bien moi je fais un suivi approfondi. Contrairement à mon concurrent, lui quand il oublie le client, moi je dis non, quand un client paye, je fais un suivi constant. C'est différent. Ça, c'est une valeur ajoutée. C'est très différent. Très différent. Donc, peu importe que tu vends des produits, que tu vends des services, il te faut une valeur ajoutée. Sinon, tu vas faire la même chose que ce que les gens font. Et s'il n'y a pas de différence, il y a des gens même, quand ils veulent, par exemple, moi souvent je prends l'exemple des arachides. Tu vois, quelqu'un qui fait des arachides, il met dans un sachet comme ça, qu'il attache avec la poussière, mais l'autre, il emballe ça très bien et puis il double le prix. Les gens achètent. Là où c'est bien emballé. Toi tu as ça, c'est même qualité, mais tu n'as pas bien emballé, on te fuit. Lui, il a apporté une valeur ajoutée. Après ça, c'est où vendre. Le lieu. Ça, maintenant, ça est devenu beaucoup plus simple parce qu'avant, quand tu veux créer une entreprise, il faut regarder le positionnement. Ça, c'était la chose la plus importante. Tu cherches quelqu'un, il va courir dans la ville comme cela pour se dire c'est quel coin qui sera idéal. Même aujourd'hui, il y a certains business qui te font ça. Par exemple, le coin Orange Money, il te faut un peu et des coins comme cela pour que les gens puissent venir faire les dépôts et puis les retraits. C'est ça, non? Il y a pas de trafic. Là où il y a beaucoup de mouvements, il te faut cibler ces gens de coins. Donc si ton projet c'est ça, après avoir posé la question, quel est ton projet, qui est ta clientèle, quelle est ta valeur ajoutée, et puis maintenant tu dois te poser la question, où est-ce que tu vas vendre? C'est dans quelle zone, quel positionnement est-ce? Mais aujourd'hui, avec Internet, c'est devenu encore beaucoup plus simple. Ou bien, c'est devenu encore beaucoup plus simple. Ça fait que cette question de où vendre là maintenant n'est plus totalement un problème. Puisque moi j'ai vu des restaurants qui se trouvent à la maison. Le restaurant se trouve à la maison. C'est-à-dire que la dame prépare à la maison, mais elle part livrer les gens. Donc peut-être qu'elle a posé la question quel est le projet, la valeur ajoutée, la clientèle. Mais où vendre, elle dit Internet. Donc il n'y a pas de coin fixe, il n'y a pas un coin où tu vas venir t'asseoir à manger. Si tu veux là, tu commandes, on vient te livrer. Surtout avec TikTok de nos jours, vous voyez ça souvent sur les réseaux sociaux. Vous voyez ça sur les réseaux sociaux, tu commandes, on vient te livrer. Et puis tu manges. Tu ne connais même pas, il n'y a pas de restaurant physique même. Il n'y a pas de restaurant, les gars préparent à la maison. Mais ça s'achète. Mais ça aussi, si tu ne maîtrises pas souvent les compétences, si tu n'as pas les maîtrises de Internet, c'est compliqué. Moi, il y a plusieurs fois, j'ai payé des choses, je ne connais même pas l'entreprise. Par exemple, récemment, j'ai payé un frigo. Je ne connais pas, en toute honnêteté, je ne connais pas où se trouve le gars. Je sais qu'il est à Ouaga, mais je ne sais même pas où se trouve son endroit, même demain. Je ne sais pas. Vous voyez que les choses deviennent beaucoup plus faciles. Peut-être même s'il est à la maison, il a eu un point et puis il stocke là-bas, parce qu'il y a un problème là-bas. Avant de te lancer en business, il y a 4 questions à poser d'après Maxime Victor.
quel est ton projet, qui est ta clientèle, quelle est ta valeur ajoutée et où vendre. Voici les questions que tu dois te poser. Toutes les personnes qui veulent se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, si vous avez pu répondre à ces questions, vous pouvez commencer maintenant à mettre en place votre entreprise. On va continuer. Maintenant, Maxime nous dit qu'il y a 3 catégories d'entrepreneurs. Il y a 3 catégories d'entrepreneurs d'après Maxime Victor. Première catégorie, c'est les inventeurs. Les inventeurs, quand on dit inventeur, c'est lui qui invente. C'est lui qui crée. C'est-à-dire qu'il regarde, il analyse quelque chose que les gens n'ont jamais créé, lui il crée. Eux, c'est les entrepreneurs qu'on les appelle les inventeurs. Eux, ils inventent. Eux, leur objectif, c'est d'inventer, c'est de créer. Ce que personne au monde n'a jamais créé, lui, il est là, il invente. Eux, on les appelle les entrepreneurs aussi, non? Parce qu'ils ont regardé, ils ont vu un problème, ils ont inventé quelque chose. Deuxième catégorie, c'est les copieurs. Les copieurs, eux, ils font du copier-coller. Eux aussi, moi aussi, je les aime. Hein. La vie même, c'est du copier-coller. C'est les Chinois qui sont très forts là-dedans. Si tu veux quelque chose, il faut prendre l'exemplaire seulement. Tu donnes à un Chinois, tu dis, je veux la même chose. Il faut attendre seulement, ça va venir. Ça, il va te produire ça en quantité. Donc, il y a des entrepreneurs inventeurs, il y a des entrepreneurs copieurs et il y a des entrepreneurs inspirés. Moi, je vous invite beaucoup à être des entrepreneurs inspirés. Parce que là-bas, ça devient encore beaucoup plus simple. Vous vous inspirez de quelqu'un et vous créez pour vous. Vous vous inspirez de quelqu'un que vous créez pour vous. Vous êtes des entrepreneurs inspirés. C'est-à-dire que tu analyses ce que les gens ont fait. Ok, il n'y a pas de souci, tu analyses. Tu dis, ok, moi, comme lui il a créé ça, moi je vais créer la même chose que ça. Donc, tu es un entrepreneur inspiré. Voici les 3 catégories d'entrepreneurs d'après Maxime Victor. J'espère que vous me suivez et qu'on peut continuer. Oui. Est-ce qu'on peut continuer? Oui. Ok, on va passer maintenant à la 3e, ou bien c'est 2e. 3e, bâtir un système. Là, Maxime a tout dit. Un entrepreneur qui n'a pas compris qu'il doit bâtir un système est en danger. C'est-à-dire que, voilà pourquoi moi je dis de fuir toutes les personnes qui se contentent du peu. Tu vas voir quelqu'un, il a ouvert son coin, il gagne un peu, il est tranquille et c'est lui seul qui gère. Lui, il n'a pas compris qu'il doit bâtir un système. Si tu fais une activité que tu reposes sur toi, tu es en danger. Donc voilà pourquoi, vous qui me suivez, la méthode phare c'est un système. Quand tu viens dans la méthode phare, tu rejoins le système et puis tu crées ton système. C'est-à-dire qu'il y a 2 cas. Pour bâtir un système, c'est simple, c'est de rejoindre un système. Et après, maintenant, tu crées encore ton système. Voilà pourquoi moi je dis, j'aime beaucoup les gens qui s'inspirent. Tu rejoins le système. Si tu n'as pas la capacité de créer ton système, non, rejoins d'abord un système. Souvent, les jeunes ne veulent pas d'abord apprendre. Moi, j'ai vu plusieurs personnes, ils partent dans une entreprise comme cela, ils apprennent comment les choses se passent. Peut-être 3 ans dans le système de quelqu'un. Ils travaillent, même si on ne le paye pas bien. Il veut juste comprendre comment bâtir un système. Et après, lui aussi, il se détache, il part créer son système tranquillement. Mais nous, on n'a pas compris qu'il nous faut un système. Diapo. Donc, vous connaissez ce monsieur? C'est qui? Je pense que vous le connaissez. Ah, si vous connaissez. Non, je pense que vous connaissez ce monsieur. C'est qui? C'est Robert Kiyosaki. Voilà pourquoi Robert Kiyosaki a parlé maintenant du cadran de cash flow. C'est pour nous montrer comment en réalité on peut créer un système.
L'importance de créer un système. Et dans le cadre de cash flow, Robert Kiyosaki nous a parlé d'abord du lot des employés. Il nous a parlé des employés. Les employés, ce sont des personnes qui sont rémunérées en fonction de leur temps. Vous voyez, en Afrique aujourd'hui, quand tu es employé, on te paie en fonction de quoi? Dites-moi. C'est pas comme les pays anglophones. En Afrique, quand tu es employé, on te paie en fonction de quoi? Dites-moi réellement, quand tu emploies quelqu'un en Afrique, tu le paies en fonction de quoi? En Afrique, En fonction de chargeur de travail. en Afrique, on ne te paye pas en fonction de ton travail. On te paye en fonction du temps que tu passes dans l'entreprise. C'est pas en fonction de ton travail, non. C'est pas ça. On te dit, voilà, on va s'entendre. Le mois, tu as tel montant. C'est ça, non? On n'a pas dit que quand tu vas travailler, que le chiffre d'affaires va atteindre ce niveau. Non, non, on n'a pas dit ça. On dit, voilà ce qu'on va te donner chaque mois. Et quand on répartit, tu vas voir ce que tu gagnes par jour. Quand on répartit, tu vas voir ce que tu gagnes par heure. C'est vrai ou c'est vrai? Eux, c'est les employés. Est-ce que quelqu'un peut s'en sortir dans ça? Est-ce qu'une personne peut s'en sortir dans ça? Je ne sais pas. Mais je n'ai pas dit de ne pas être employé. Si tu es employé de quelqu'un, ça veut dire que tu es dans le système peut-être de quelqu'un. C'est vrai ou c'est vrai? Mais si tu es intelligent, tu ne dois pas rester dans le système de quelqu'un à vie. Tu ne peux pas rester dans le système de quelqu'un à vie. C'est pas possible. Donc être employé c'est bien, mais ce n'est pas un système que tu as créé. Tu ne gagnes pas quelque chose de stable, de concret. Maintenant, ouais, en Europe, généralement, on paye les gens en fonction de ce que, en été de leur valeur. Tu vois, en Europe, c'est ça. On te paye en fonction de tes compétences, de ce que tu sais faire. Maintenant, en Afrique, on dit non, je vais te payer par mois. C'est pas pareil. C'est très différent. Donc, en étant employé, tu échanges ton temps, tu échanges ton énergie contre de l'argent. Si on te paye par mois, c'est combien de temps? C'est-à-dire que si on t'a dit même déjà qu'on te paye 1000 francs par heure, je ne sais pas. 1000 francs par heure, ça veut dire que tu as 24 000 par jour, non? Là, c'est trop. Ça même, c'est trop. 1000 francs par heure. Même si on te dit on te paye 100 francs par heure, ça fait 2400 par jour. Dans tous les cas, tu ne peux pas t'en sortir dans ça. Personne ne pourra s'en sortir dans ça. Deuxième catégorie, c'est les travailleurs autonomes. Les travailleurs autonomes, ce sont des gens qui disent que non, au fait, moi, je sais faire quoi. Il part, c'est un tailleur, il est là, le jour où il est content, il part ouvrir, et puis il commence à poudre les habits. Si on l'appelle, on dit que la funéraille est quelque part, il ferme, et puis il part. Si on l'appelle, on dit qu'il y a mariage quelque part, tu viens de trouver que son entreprise est fermée. Non, il est autonome quoi. Lui au moins, sa différence ici, c'est qu'on ne l'impose pas. Mais ici, on peut te dire que chaque lundi, voilà le type d'habillement que tu dois venir. Chaque jeudi, vous devez vous habiller en blanc. Chaque vendredi, voilà, vous devez venir à tel. Ça veut dire qu'on t'impose certaines choses parce que c'est comme ça. La main qui donne est toujours au-dessus de la main qui prend. Si je vais te donner quelque chose, est-ce que ta main peut être au-dessus de ma main? Jamais. Ta main ne peut pas être au-dessus de ma main. La main qui donne est toujours au-dessus de la main qui prend. Mais lui au moins, il a son temps. Il n'est pas, c'est pas quelqu'un qui le dicte. Non, il a son temps. Mais lui-même, il est en danger. Il est en danger parce qu'il ne peut pas s'enrichir. Ces personnes sont des gens qui se condamnent du peu. Moi, j'ai mon coin, ça me permet de vivre, ça me permet de prendre soin de madame, voilà, ça me permet de prendre soin de mes enfants. Lui, là, il est en danger. Il y a aussi des propriétaires d'entreprise. Les propriétaires d'entreprise, eux aussi, sont très malins. Eux, bon, si tu veux devenir riche, si tu veux t'en sortir, au moins là, il faut commencer par en bas là.
faut commencer par en bas, les propriétaires d'entreprise. Tu as une entreprise et là tu as structuré, tu as délégué certaines tâches que même si tu n'es pas là, ça travaille. Si tu n'as pas compris ça, c'est que tu es en danger. Même si tu n'es pas là, ça bouge quoi. Maintenant, si tu veux devenir vachement, si tu veux atteindre le high level là, c'est les investisseurs. C'est les investisseurs. Un investisseur, c'est quoi? Lui, il est arrivé à un niveau où c'est son argent qui travaille. Ce n'est plus lui. Il y a des gens comme ça qui ont l'argent déposé, ils attendent que les gens, quelqu'un lance son projet et puis il y a 40 de fonds. Bon, moi je veux me lancer dans tel projet, j'ai créé mon entreprise de fabrication de jus et sur le terrain, il y a la commande dépasse. Et comment la commande dépasse l'offre. Bon, non, la commande c'est l'offre. Bon, la demande dépasse l'offre en réalité. Donc, je ne sais pas, la personne n'a pas les moyens de ne pas avoir un investisseur. Donc, elle dit, ok, voilà ce qu'on va faire. On va miser peut-être 200 millions. Et puis, voilà le pourcentage, mais la part, dans tout ce que tu gagnes comme bénéfice, voilà le pourcentage que je gagne. Voilà le pourcentage que je gagne. Souvent, nous en Afrique, on n'a pas compris, on n'a pas cette philosophie-là. C'est-à-dire qu'on veut quelque chose de concret, chap, comme ça. C'est-à-dire qu'on nous a enseigné dans cette philosophie de mois, qu'on te paye par mois, mais pas on te paye en fonction des pourcentages. Vous savez que 1% c'est beaucoup. Vous savez que 5% c'est beaucoup. Ça dépend. La dernière fois, j'étais en train d'échanger avec un ami qui me racontait l'histoire d'une société de transport en Côte d'Ivoire. Ils ont voulu recruter un gestionnaire qui va gérer tout. Maintenant, lui, il dit que non, ce qu'on va faire, lui il pourra tout gérer sans souci. Arranger les cas, quand un cas qui tombe en panne, ainsi de suite. Mais lui, on ne peut pas le payer par mois. Lui, il ne veut pas qu'on le paye par mois. Il dit que ce qu'on va faire, tout cas qui démarre et qui rentre, qui démarre et qui arrive à destination, sur chaque passager, lui, il veut 100 francs. Si le car démarre, ça veut dire que lui, son travail c'est comme ça. Si le car démarre et que le car arrive à destination, s'il y a 100 passagers, c'est que lui, il a 100 francs sur chaque passager. Lui, il ne veut pas beaucoup. Automatiquement, les gens n'ont pas compris que le gars, il est malin. Lui, il dit que non, lui, il passe 100 francs sur chaque passager. Imagine si le passager paye 4 000. Et puis lui, il veut 100 francs. Est-ce que si c'est toi, le boss, est-ce que tu vas te rendre compte que... Donc, c'est comme ça qu'ils ont signé le contrat. Et effectivement, c'est 100 francs. Mais imagine, souvent les cas, on peut prendre combien de personnes? 60. Imagine si le cas prend 60 personnes. Fois 100. Ça va combien? 6 000, non? C'est combien? Ouais. C'est 6 000? Oui. Ok. Le même car peut faire combien d'allers-retours par jour? Le même car comme ça. Imagine Ouara Kourou. Un seul car peut faire peut-être aller, il peut aller à Kourou. Toi tu as 66 000. Retour encore, toi tu as 6 000. 2 fois ou bien 3 fois. Puisque ici Kourou par exemple c'est 1 heure, 2 heures. Si le car bouge à 6 heures, à 9 heures, le car est à Kourou. Après il bouge maintenant à 12 heures, il est à Ouara. Ça veut dire qu'il peut faire 2 allers-retours par jour. Il peut faire 2 allers-retours par jour. En tout cas, toutes les personnes qui sont concernées peuvent venir. Toutes les personnes qui veulent apprendre, il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez, non? Donc, automatiquement, ils pensent que c'est petit. 100 francs là, c'est petit, non? Donc, voilà pourquoi moi je dis, quand on dit que 1% n'est pas beaucoup, ça dépend du chiffre que tu vas multiplier. Ou bien, ça dépend du chiffre que tu vas multiplier. Si 1 franc n'est pas beaucoup, ça dépend du chiffre que tu vas multiplier avec. Donc ici là, nous tous on a travaillé pour devenir des investisseurs. Quand vous prenez Elon Musk
aujourd'hui, l'homme le plus riche au monde, lui, il travaille beaucoup avec les investisseurs. Quand vous voyez les entreprises de Elon Musk, vous pensez que c'est lui qui a enlevé son argent, qui a créé, qui a... Non, non, non. Peut-être même il détient une part. Peut-être c'est 15% d'actions. Le reste, là, ce sont des gens. Mais quand tu vois 15%, tu penses que c'est petit. Quand ça multiplie avec le chiffre d'affaires, c'est énorme. Et les gens viennent, ils investissent leur argent. Donc, si tu veux t'en sortir dans la vie, il faut tout faire pour ne pas être des deux côtés. Il faut tout faire pour ne pas être employé, il faut tout faire pour ne pas se limiter à travailleur autonome. Si tu veux t'en sortir dans la vie, il faut tout faire pour quitter de ces deux côtés-là. Employé, c'est ton temps. Si il y a quelque chose, il faut demander permission, peut-être 10 jours à l'avance. À la fin, on dit non. Puisque si il voit que ses intérêts sont menacés, il dit non. Travail autonome, ok, tu travailles, aujourd'hui tu gagnes, demain tu ne gagnes pas, après demain tu gagnes. C'est-à-dire que tu es dans un cercle comme ça, tu tournes, tu ne t'en sors pas. Ici, c'est ceux-là qui créent les systèmes. Parce que même si tu n'es pas là, le système va commencer à travailler. Il y a des gens, il y a des chefs d'entreprise, même s'ils ne sont pas là, ils peuvent aller en Chine faire peut-être un mois. L'entreprise roule à Wara proprement. Ouais. Mais si tu es un travailleur autonome, s'il y a un problème, s'il y a un événement sur ce moment-là, évidemment, ça dit que vraiment ça ne va pas. Le gars va trouver que son coin est fermé. Ouais. Avec les clients aussi. Avec les clients. Avec les clients. Donc, à partir de là, au moins, c'est les gens qui créent des systèmes. Pour que même s'ils ne sont pas là, le système travaille. Le système travaille. Le système travaille. Investisseurs, c'est des gens qui ont créé des systèmes. Son argent, il a mis son argent, il a ses pourcentages à la fin du mois, on lui fait des virements, il est tranquille dans son coin. Donc, quand je parlais de la méthode phare, il faut savoir que la méthode phare, c'est un système. Pourquoi je dis? Parce que dans la méthode phare, on te permet de créer des revenus à long terme qui, avec le temps, on n'aura pas besoin forcément de tes efforts pour que ça puisse te rapporter de l'argent. Tu vois? Parce que dans la méthode phare, quand on parle de système, il faut comprendre. Parce que si tout dépend de toi à chaque fois, c'est que tu n'as pas mis en place un système. Mais si tu mets en place un système, si tu crées un réseau et que ce réseau te produit de l'argent, c'est que tu as mis en place un système. Donc, toutes les personnes qui veulent réussir dans le monde du business doivent comprendre qu'on doit créer ou bâtir un système. Est-ce qu'on peut continuer? Oui. Ok, donc on va continuer. Maintenant, après le système, l'auteur nous parle des 4 phases de la réussite. C'est-à-dire que tout entrepreneur, il y a 4 phases pour pouvoir atteindre le succès. Tout entrepreneur. Suivez-moi attentivement parce que cette partie, elle est très très importante. L'auteur nous dit, peu importe ce que tu vas faire, même si tu veux, faut te lever et dire que tu vas vendre de l'eau. Même si tu veux, faut te lever et dire que je ne sais pas. Dites-moi un projet comme ça. Peu importe le projet que tu vas vouloir lancer sur cette terre-là, il y a 4 phases pour pouvoir atteindre le succès. Il y a 4 phases, il y a 4 étapes. La première étape, c'est l'ignorance. C'est-à-dire que les gens vont tellement ignorer ton projet. Les gens vont tellement te négliger. Les gens vont tellement... C'est-à-dire que tu parles, mais les gens n'écoutent pas. Non, tu dis... Même les parents aussi, tu peux dire à ton parent, papa, vraiment, moi je veux me lancer dans ça. Ils n'écoutent pas. Mais ils te disent, dans notre famille, là, qui a déjà fait ça, ils ne t'écoutent même pas. C'est vrai ou c'est vrai? Ils ne t'écoutent pas. Il ne va pas t'écouter. Donc, là, toi, tu veux créer quelque chose, moi. La majorité même ne vont pas t'écouter. Aïe, toi aussi. Donc, c'est la première étape. Si tu n'es pas un dur, tu abandonnes. Parce que tu as parlé de ton projet, les gens même ne vont pas pour l'écouter. Si tu n'es pas un dur, ça ne peut pas marcher. Il n'y a pas quelque chose sur cette terre que tu vas faire. Et puis, en réalité, les gens ne vont pas t'ignorer dès le début.
ils vont t'ignorer complètement. Tu parles, on n'écoute pas. C'est-à-dire que tu veux que peut-être on te soutienne, on ne va même pas t'écouter, quoi. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la phase critique. La phase critique maintenant, c'est-à-dire que quoi, en ce moment, quand tu vas continuer, ils vont commencer à te critiquer. Puis là, j'ai appris qu'il a commencé quelque chose, j'ai appris qu'il a commencé, je sais que ça ne peut pas marcher. J'ai appris, non, laisse-le, on le laisse là-bas. On est allé déposer le concours, c'est lui, il a commencé. Moi, je pense, personnellement, quand je faisais la banque ambulante là, les gens commençaient à dire non, c'est-à-dire que Corona Samta, il y a pour dire là, il y a un cadeau. On te dit que non, malgré ta licence là, il est revenu pour vendre des parfums sur le terrain. Malgré ta licence. Ça, c'est la phase critique. Au début, tu peux parler, mais personne ne va te soutenir. Ils t'ignorent. Mais quand ils voient que tu poses, ils commencent maintenant à te critiquer. Si vous prenez les grands entreprises, je ne sais pas, les multimilliardaires, est-ce qu'au début de leur projet, les gens ont loué? Est-ce qu'au début de leur projet, les gens ont donné leur feu vert? Est-ce qu'au début de leur projet, ils étaient seuls ou ils étaient avec tout le monde? Majoritairement, ils étaient seuls. Majoritairement, ils étaient seuls. Donc, phase de critique. Troisième étape, c'est la phase de combat. La phase de combat, c'est que d'abord, ils t'ont ignoré, tu as continué. Ensuite, ils vont commencer à te critiquer, tu as continué. Troisièmement, ils vont commencer maintenant à te mettre les bâtons dans les roues. Ça, c'est la phase de combat. Ça, c'est vraiment la phase la plus importante. Ils vont te combattre. Ils vont chercher des voies et des moyens pour dire que ce que tu fais n'est pas bon. Ils vont chercher des voies et des moyens pour souvent bloquer ta clientèle. Ils vont chercher des voies et des moyens pour te décourager carrément. Si tu n'as pas encore arrivé à ce niveau, tu ne peux pas comprendre. Jusqu'à ce que tu vends un produit, on sait que tu vends ça, on te laisse, on part acheter ailleurs. Juste pour te combattre. Jusqu'à ce qu'on dise à quelqu'un de ne pas venir payer chez toi, d'aller payer ici. Juste pour te combattre. Maintenant, si tu fais erreur, tu abandonnes en ce moment, tu es en danger. Tu auras tout perdu. La dernière fois, j'ai fait une vidéo, j'ai dit que la différence entre les personnes à succès, bon, le point commun entre les personnes à succès et les pauvres, c'est le commencement. Ça, c'est un point commun, quoi. Maintenant, la différence, c'est la terminaison. Les pauvres vont commencer, ils ne vont pas terminer. Mais nous autres qui ne doivent pas devenir pauvres là, on va commencer. Si tu veux ignore, si tu veux critique, si tu veux combat, dans tous les cas, ce qu'on vit là-bas, atteindre là-bas. Fais tout ce que tu veux. On ne va pas abandonner. Donc, peut-être tu es rentré dans le monde du business et tu es à ce niveau, phase combat. On est en train de te combattre. On est en train de combattre ton business. On est en train de combattre tout ce que tu fais. En ce moment, tu dois être constant, tu dois être résilient pour pouvoir avancer. Et la dernière étape, c'est l'acclamation. La dernière étape là, quand tu franchis tout ça et que les gens voient que c'est bon, ils vont t'acclamer. Ouais, vraiment, tu sais, félicitations. Moi, j'ai toujours cru en toi. Moi, je savais que toi, voilà, tu allais réussir. Moi, je savais. Pourtant, il a ignoré d'abord. Il a critiqué. Il a combattu. Il n'a pas pu. Et après, maintenant, il a acclamé. C'est comme ça. Il t'ignore, il te critique, il te combat et à la fin, il vient t'acclamer. Tous les projets, c'est comme ça. Tous les projets, tous les grands entrepreneurs ont traversé ces situations-là. Donc peut-être, si vous traversez ça, riez et puis vous continuez. C'est vous seulement qui savez ce que vous voulez. Continuez sur votre chemin. Ne regardez pas quelqu'un de gauche à droite. Parce qu'à la fin, c'est eux qui vont venir t'acclamer. À la fin, c'est eux qui vont te dire félicitations. Ils sont là, on dirait qu'ils ne voient pas. Quand tu arrives ici, ils vont te dire félicitations. Pourtant, peut-être sous l'ombre, ils ont tenté de faire tout ça, de passer par là, et à la fin, ils vont terminer par l'acclamation. Donc,
C'est pour te dire que, Maxime te dit que, en réalité, l'entrepreneuriat, c'est pas pour les faibles, en fait. C'est pour les durs. Le monde du business, là, c'est pour les durs. Si tu n'es pas un dur, là, il faut abandonner, il faut quitter. Nous, nous, on va continuer. Nous sommes des durs. Peu importe la situation, on s'adapte. Nous sommes des caméléons, quoi. On s'adapte rapidement et puis on continue. Maintenant, les faibles, il y a des gens, déjà, c'est à partir de là qu'ils ont abandonné. Quand il a voulu faire son projet, il est parti raconter à quelqu'un, il dit vraiment, moi je voulais commencer quelque chose petit à petit ici. Bien. Bon, on ne l'a même pas écouté. Non, si moi j'ai parlé et puis on n'est même plus revenu là-dessus, c'est que ça ne fait pas. Je vais laisser tomber. Il y a des gens, ils ont pu franchir cette étape. Ils sont arrivés ici, et puis les gens ont commencé à critiquer. Ça va pas marcher. Ça là, je sais pas, toi tu parles de mêler dans quoi? Ça là, c'est pas moi. Et puis on commence à raconter les gens qui ont échoué là-bas. Là, les gens ont un incroyable talent. C'est-à-dire quand tu veux faire un business là, il y a des gens qui ont une historique pas possible. Ils vont aller te raconter les gens, voilà, qui ont échoué dedans. Tu sais, moi j'ai connu un tel. Moi, c'est ça, c'est la même chose qu'il faisait, ça n'a pas marché. L'autre là, moi je l'ai connu aussi. Tu connais un tel, l'enfant de Noir là. Oui, lui aussi il avait commencé. Ce que tu veux faire là, lui aussi il a commencé ça. Mais il est où actuellement? Il a abandonné, non? Ce sont des mauvais exemples qu'on va te donner. Ce sont uniquement des mauvais exemples qu'on va te donner, des gens qui ça n'a pas marché. Pourtant, il y a des gens aussi qui ont fait ça marcher. Pourquoi ne pas te donner ces exemples-là? On te donne uniquement les exemples des gens qui ont fait et ça n'a pas marché. Juste pour que tu puisses abandonner. Si tu n'es pas dur, tu dis, ah, c'est vrai. J'ai vu que... Pourtant, Maxime dit que dans tous les cas, la moitié abandonne, la majorité ne réussissent pas. Maintenant, on te donne des exemples des gens qui n'ont pas réussi. Tu dis, ok, c'est vrai. C'est-à-dire que si je commence, ça va être ok. Pourtant, toi, tu pourrais faire le contraire. Vous n'avez pas la même chose. Toi, tu peux faire le contraire. Et d'ailleurs, même ça marche. Mais on fait tout pour te décourager. Et après, ils vont combattre radicalement. Ils vont te combattre radicalement, visiblement. Tu dis, ah, je ne savais même pas que telle personne m'aime. C'est jusqu'à ce que tu atteignes ce niveau et les gens vont commencer à t'acclamer. Donc, dans le monde de l'entrepreneuriat, on doit être dur. On doit être résistant. On doit s'adapter à toutes les situations pour pouvoir avancer. C'est très simple comme ça. Est-ce qu'on peut continuer? Je pense qu'on va continuer. Maintenant, Maxime nous parle maintenant, quatrième étape, des produits et services. Oui. Les produits et les services. Un entrepreneur vend un produit ou bien un service. L'entrepreneur, c'est celui-là qui vend le produit ou bien le service. Mais c'est comme j'ai dit auparavant, ton produit ou bien ton service doit venir aider les gens. Ton produit ou bien ton service doit venir apporter une valeur ajoutée dans la vie des gens. Il y a des gens, au niveau ils sont très bons. C'est-à-dire quand ils veulent te rendre un service là, c'est opérationnel. Ils sont très très bons là-bas. Est-ce que ton produit ou bien ton service répond, et comment dirais-je, aux critères, répond aux besoins des gens? Il y a des gens, tu peux fabriquer quelque chose, mais ça ne répond pas aux besoins des gens. C'est bon, mais les gens ne sont pas intéressés par ça. C'est vrai, non? Moi j'ai vu des gens, mais si je ne suis pas intéressé, je vais te donner l'argent pourquoi? Tu fais quelque chose, mais je ne suis pas intéressé. Je vais te donner l'argent pourquoi? C'est bien, mais bon, pour le moment, je n'en ai pas besoin. Je te donne l'argent. Nécessaire. C'est ça. Donc, Maxime est revenu là-dessus. On est à 4e siècle. On est 4 sur 7 d'abord. Diapo, je vais vous montrer quelque chose. Donc, Maxime dit qu'il y a 4 facteurs de satisfaction d'un produit. C'est-à-dire que si tu veux te lancer dans le monde du business, ou bien si tu veux que ton produit, les gens courent derrière le produit, il y a 4 facteurs. La première chose, c'est qu'il faut que ton produit soit simple. Il faut que les gens
je vous assure que de nos jours, les gens n'aiment pas les complications. Vous qui êtes dans la méthode phare, quand vous vendez les produits, souvent, les gens vous demandent, mais j'espère que c'est pas compliqué, j'espère que je n'aurai pas du mal à prendre ces produits-là. Si tu réponds que il aura du mal à prendre, il fuit. Tu dis que non, c'est facile. C'est facile, nos produits sont faciles à prendre. Les gens n'aiment pas les complications de nos vies. Vrai ou vrai? Les gens n'aiment pas quand c'est très compliqué, les gens n'aiment pas. Tu vends un produit, on est obligé d'enlever ça pour marier. Non. Il faut pas raccourcir le système. Sinon, les gens n'ont plus ce temps-là. Tu vends un produit et c'est protocole. Donc, quand tu prends, il faut d'abord faire ça. Si tu dis ça à l'avant, tu as raté la vente. Donc, ton produit doit être simple. Deuxième chose, c'est que ton produit doit être facile à acheter. Moi, je vais donner de l'argent et puis je souffre. Si ton produit n'est pas facile à acheter, c'est un problème. Vrai ou vrai? Si ton produit n'est pas facile à acheter, par exemple, aujourd'hui même avec les boutiques en ligne là, si tu mets beaucoup de complications dans la personne quitte, tu dis numéro, quoi, adresse mail. Souvent même nous n'existe pas les adresses mail parce que si la personne voit que l'adresse mail c'est oublié, il n'a pas de mail, il quitte. Adresse mail, il clique. Ça prend son temps, il quitte. Si ton produit n'est pas facilement acheté là, c'est un problème. Ou bien le gars dit que je veux le produit, tu dis que ok, bon, je vais faire, ça va quitter tel endroit, venir à tel endroit, non, c'est bon, laisse. Ça va pas que à mon voisin qui a ça aussi, je vais aller prendre celui d'abord. Ou bien j'avais vu ça à côté dans tel quartier, je vais aller prendre là-bas. Parce que ton produit n'est pas facile à acheter. Donc en tant que vendeur, vous devez avoir des produits tout le temps. J'ai causé avec un ami entrepreneur, il m'a dit que vraiment, lui, il a regardé en fonction de son concurrent. Il a dit que, je vais taire son nom ici, donc, mais quand il va suivre la vidéo, il le saura. Donc, il dit que quand il a commencé dans sa vente de ses produits ou bien de ses services, il avait un concurrent aussi qui faisait la même chose. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il a regardé que le concurrent, souvent, il y a des carences, il y a des ruptures. C'est-à-dire que le concurrent attend que le stock finisse avant d'aller acheter. Donc, souvent, le client vient, on dit de patienter. Souvent, le client vient, on dit de patienter. On dit de patienter, que le stock va revenir dans combien de jours. Lui, il attend, lui, patiente que ça finisse. Avant, vous voyez un peu, non? Le client, est-ce que le client doit avoir... C'est difficile. Souvent, le gars a besoin, le gars a l'argent ça, tu dis de patienter. Et puis, il enlève dans son argent, il bouffe. Après, le produit vient, ça le choque. Donc, le simple fait que lui, il a regardé sur son concurrent, il a vu que non, lui, sa stratégie c'est bon, mais lui, il patiente jusqu'à ce que tout le stock finisse avant d'acheter. Et les clients aussi ne sont pas trop. Les clients aiment la facilité, il dit non. Lui, tout ce qu'il va faire, lui, il n'est pas d'abord à son niveau. Mais il va tout faire que quand quelqu'un vient dans sa boutique, il n'y a pas de manquant. Il n'y a pas de patienter après. Donc, quand il a commencé à faire ça, les gens ont commencé à quitter leur côté venir. Parce qu'ils savent que quand on vient dans la boutique de Intel là, il n'y a pas de manquant. Il n'y a pas de je vais aller revenir, il n'y a pas de don, il n'y a pas ça. Automatiquement, il a récupéré la clientèle et ça l'a propulsé. Parce qu'il a compris que les clients n'aiment pas un produit qui est difficile à acheter. Avec ton propre argent, tu vas souffrir pour acheter là. Les clients n'aiment pas ça. Là où ils vont acheter facilement, ils vont partir là-bas. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Maintenant, troisième facteur, il faut que ton produit réponde aux attentes du client. C'est comme ce que je vous avais dit. Il faut que ton produit réponde aux besoins du client. Et souvent, c'est un client qu'il faut que tu les expliques pourquoi ils ont besoin de ton produit. Vous voyez un peu. Il y a quelqu'un peut être dans un problème, mais il ne sait pas qu'il est dans un problème. Tu l'expliques. Par exemple, quelqu'un qui est en surpoids. Il faut que d'abord tu commences à le sensibiliser. Tu dis, de nos jours, et l'OMS a dit que
et 90% des gens qui sont en surpoids finissent avec les AVC, ou bien 10% des gens finissent avec les AVC, les crises cardiaques, ainsi de suite. Donc, quand tu es en surpoids, la probabilité de tomber en crise cardiaque, la probabilité de contracter l'hypertension ou bien ainsi de suite, voilà. Tu es en train de le sensibiliser. Il ne connaît pas qu'il est en danger, mais tu lui dis. Voilà, et quand on calcule l'indice de masse corporelle, quand ta taille est de 1,70 m, normalement ton poids doit tourner autour de 65 à 75 comme ça. Normalement, quand ta taille est de 170 cm, non, 1,70 m, normalement ton poids doit être entre 65 à 75 cm. Mais maintenant, si tu es un peu au-dessus de là, on appelle ça obésité modérée, après obésité sévère, ainsi de suite. Donc, moi je pense que quand je compare, vous êtes à tel niveau d'obésité. Donc, en réalité, voilà, mon produit là, ça pourra vous aider. Ça répond aux besoins de la personne, vrai ou vrai. La personne a besoin de ça. C'est là maintenant il va commencer à dire, ok, ça fait combien? Puisque tu l'as déjà enseigné. Maintenant, quatrième chose, il faut que ton produit soit bon, de qualité et sans risque. Donc voilà pourquoi souvent quand vous appelez les gens, il faut déjà lever ces doutes-là. Non, il n'y a pas d'effet secondaire. Parce que, est-ce qu'il n'y a pas de risque à la fin? Non, tu dis que non, quand vous consommez, il n'y a pas d'effet secondaire. Le produit est là, il n'y a pas d'effet secondaire. Le produit c'est de qualité, vous pouvez prendre, il n'y a pas de risque dedans. Donc si tu vends des produits et ton service et que ça répond à ces 4 facteurs, ça veut dire que tu as une chance de connaître une croissance. Parce que d'abord ton produit est simple à utiliser. Il n'y a pas compliqué à utiliser. Parce que d'abord, quand vous vendez un produit, même si le produit est compliqué à utiliser, si vous dites à votre prospect que le produit d'utilisation c'est un peu compliqué, il ne va pas acheter. Non, dis non, l'utilisation c'est simple, non, pour toi l'utilisation c'est simple. Quand vous prenez, je veux bien vous expliquer. Ton produit est facile à acheter, il peut avoir ça facilement. Il a son argent, il souffre pour acheter, les gens n'aiment pas ça. Moi, mon propre argent, j'ai mon argent, puis je souffre pour acheter. Je n'aime pas ça. Ton produit répond aux besoins des clients et ton produit est bon, qualité et sans risque. Donc, voilà ce que l'auteur a essayé d'avancer. Donc, si vous comprenez ça, qu'importe là où vous allez faire, vous qui vendez, si on vend des produits ou des services, on doit voir ça, les 4 facteurs. Si on a compris qu'on doit toujours dire que notre produit est simple à utiliser, on doit tout faire pour que notre produit soit facile à acheter, on doit tout faire pour que notre produit réponde aux besoins des clients, et on doit tout faire pour que notre produit soit bon, soit de qualité et sans risque. Ça pourra aller. Je pense qu'on peut continuer. 5e, on a 5 succès, c'est le marketing. Le marketing. Moi, j'ai toujours dit aux gens, si je vais aborder ce sujet, on peut faire toute la journée, mais je vais juste parler un peu du marketing pour que les gens puissent comprendre le marketing. Qu'est-ce que c'est que le marketing? D'abord, tu as le produit est bon, ainsi de suite. Mais maintenant, quel est le marketing derrière? Quel est le marketing qui se trouve derrière le produit? Le marketing, c'est ta capacité à faire découvrir ton produit et ton service à des potentiels clients. Donc, en réalité, là, tu peux avoir un bon produit, un bon service, mais il te faut une bonne stratégie marketing pour attirer les gens vers toi. Et aujourd'hui, avant pour faire le marketing, je demande à toutes les personnes qui vont suivre cette vidéo, si l'occasion se présente, lisez mon livre. J'ai développé beaucoup de choses là-bas. La puissance du marketing digital. J'ai parlé du marketing traditionnel, j'ai parlé du marketing digital, j'ai parlé des avantages, des inconvénients. Vous pouvez lire le livre, vous allez découvrir beaucoup de choses dedans. Et j'ai aussi partagé mon expérience. Donc il y a le marketing traditionnel. Avant, le marketing consistait à se lever, à se promener. Le marketing consistait à peut-être allumer les radios ou bien aller à la télé uniquement, à la radio, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on a vu que ça s'est démodé. Les gens, ça ne fonctionne plus comme ça. Les gens ont changé. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus du marketing digital. C'est à travers le digital que tu vas te faire découvrir. Les gens vont acheter et puis c'est là.
Donc, si vous voulez maîtriser le marketing digital aussi, c'est simple. Suivez les formations. Dans mon livre aussi, vous allez avoir beaucoup de notions. Sinon, c'est très important en marketing. Parce que le produit peut être bon, mais si les gens ne savent pas que tu vends. Si tu n'es pas présent sur Internet, si les gens ne connaissent pas, c'est bon, mais ça ne va pas s'acheter. Donc, cette partie, je ne vais pas trop rentrer en profondeur. Ça veut dire tout simplement, vous devez avoir un bon produit, certes, mais vous devez avoir un canal de communication. Un canal où les gens vont vous découvrir chaque fois. Quand vous voyez par exemple, j'ai l'habitude de prendre les sociétés comme Orange, ainsi de suite, ce sont des gens qui sont forts en marketing. Chaque fois vous allez recevoir leur message. Souvent tu n'as pas envie de souscrire. Donc quand tu vois un message promo, voilà, donc vous pouvez avoir combien de mégas aujourd'hui, ça donne envie de souscrire. Tu vois. Et chaque fois, ils te lancent des promos et chaque fois ils t'envoient des messages. C'est leur stratégie marketing aussi. Il y a des entreprises, moi je connais des entreprises que chaque jour que tu vas ouvrir la télé, tu vas voir leur publicité là-bas. Chaque jour, ils ont signé des contrats. Chaque jour, tu vas voir leur publicité là-bas. Récemment, nous sommes partis dans un coin un peu reculé de Ouara. Quand on est arrivé là-bas, on a vu que majoritairement les gens n'utilisent pas Internet. Leur canal de communication était la radio. Donc on était obligé aussi de faire un tour à la radio pour communiquer de notre événement. Ça, c'était la stratégie marketing qu'on avait adoptée. C'était la stratégie marketing qu'on avait adoptée. Donc, on va poursuivre. Sixième étape, c'est la vente. Donc, quand tu as le produit, quand tu attires les gens, c'est de vendre qui suit. J'étais en train d'échanger avec quelqu'un, un ami, je lui ai dit que Facebook ne te donne pas, souvent ceux qui font des campagnes publicitaires, ceux qui font des boostages, ceux qui font des boutiques en ligne. J'ai dit, Facebook en réalité ne te donne pas des clients. C'est différent. Facebook te donne des prospects. Un prospect, c'est quelqu'un qui est venu à travers le marketing. Quand le prospect devient client, on l'appelle maintenant. Quand tu arrives à vendre maintenant, on l'appelle client. Mais les gens font souvent l'erreur. Le prospect est à part, le client est à part. Le marketing te donne des prospects. Le marketing te donne des prospects, mais la vente va te donner des clients. C'est pas tout le monde qui vous contacte. Non, c'est ta capacité à les convertir qui va les amener à être tes clients. Moi, souvent, les gens disent que non, lui là, c'est mon client, c'est mon prospect. Ils font beaucoup de confusion là-dedans. S'il n'a pas payé, il n'est pas ton client. Il est ton prospect d'abord, suis-le. Maintenant, si tu arrives à le vendre, maintenant, il devient le client. Donc, il va venir, tu vas causer avec lui. Jusqu'à ce que tu appliques maintenant les stratégies de vente. Il y a plusieurs stratégies de vente. Là aussi, je l'ai partagé aussi dans mon livre. Et je le partage aussi dans mes différentes formations. Mais comme aujourd'hui, on n'est pas là pour ça, je ne vais pas rentrer en profondeur pour vous parler de ça. Mais, il faut maîtriser la vente. Un entrepreneur qui ne maîtrise pas la vente va disparaître. Parce que c'est parce que les produits et les services roulent que les choses avancent. Si tu ne maîtrises pas la vente, tu vas disparaître. Le marketing, c'est important, ça va t'attirer. Ça va attirer les gens vers toi. Mais maintenant, ta capacité de les convertir, si tu ne peux pas, tu es en danger. Il y a plusieurs stratégies dans le domaine de la vente. Peut-être la prochaine fois, je peux organiser une formation uniquement sur la vente, sur les stratégies de vente à part. Mais là, la vente est très très importante. Ton produit répond aux besoins des gens, c'est vrai. Donc, il faut tout faire pour qu'ils puissent prendre. Maintenant, s'ils prennent aussi, ils vont te donner de l'argent en retour. C'est cet argent qui permet de rouler. Est-ce que vous avez compris à ce niveau? Donc, on va continuer. Dernière étape, c'est l'expérience client. L'expérience client, je dirais ici que ici, c'est majoritairement le suivi. Donc, j'ai d'abord dit que le marketing te donne prospect. La vente te donne client, c'est ça? Maintenant, moi je vous dis, après, lorsque la personne va payer le produit là, remettez-le dans le lot des prospects. S'il a payé ton produit ou ton service là, il faut le remettre dans le lot des prospects. Voilà pourquoi j'appelle ça généralement le SAV, service après-vente.
après la vente du produit, il y a un service qui suit. Ça, c'est le suivi, l'expérience client. Donc, quand tu suis bien ton client, tu peux vendre plus. Tu n'es plus obligé de passer par le marketing. Parce que lui-même, il peut être un vecteur d'information pour toi. Parce que tu as fait ce qu'on appelle le suivi. Quand tu fais le suivi constant, ça va marcher. Le gars a payé ton produit et ton service, tu le suis jusqu'à... Mais il y a une chose que les gens oublient. Lorsque ton client est satisfait, ce que tu peux lui demander, c'est la recommandation. Souvent, vous avez des clients qui sont satisfaits dans votre téléphone, mais vous ne lui demandez pas de recommander. Lorsque moi, si mon client est satisfait, si j'ai un client qui a payé des produits, il est satisfait, je lui dis, ok, mais maintenant, vu que toi tu as payé, c'est bon. Est-ce que tu ne connais pas des gens aussi qui sont dans la même situation que toi? Des gens aussi qui ont le même problème que ce que tu avais. Donc, il faut les recommander. C'est simple, non? Mais nous, Africains, on aime prendre tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas compris le sens du business. C'est-à-dire que moi, tu es venu, tu étais mon client, tu as payé, tu es satisfait. Je te demande, est-ce que tu peux me recommander quelqu'un? Normalement, si la personne vient payer, c'est à travers ton client. S'il y a quelque chose, tu dois enlever une partie du donné, non? Pour pouvoir avoir demain. Mais si tu prends tout, ça devient compliqué. Moi, je sais pas, les gens font comme ça. Ou bien, avec le temps, tu dis, ok, il n'y a pas de souci, vu que tu as payé, c'est bon. Moi, je veux qu'on soit des partenaires maintenant. Bon, voilà, toi-même, tu vas pouvoir, je vais te nommer partenaire, tu vas pouvoir avoir les produits en gros. C'est-à-dire que moi aussi, je te donne en gros. Et puis, quand ton client vient, voilà ton pourcentage. Et puis, ça marche. Plusieurs entreprises se sont développées, c'est au niveau, c'est cette dernière étape-là. Parce que quand tu payes là, moi je connais quelqu'un qui est très bon dans ça, je ne vais pas faire son commentaire. Si je fais, c'est comme si je fais sa publicité. Lui, il vend des formations. Quand tu viens payer sa formation, si tu es satisfait, il dit maintenant qu'il te donne un lien. Il te donne un lien. Tu peux donner ce lien à d'autres personnes qui vont payer la formation au même prix. Maintenant, dès que premièrement, tu payes la formation au prix normal. Si la formation, par exemple, fait 50 000 francs, tu payes la formation à 50 000 francs. Toi, tu as payé. Maintenant, dès que tu payes, tu as suivi, c'est bon, il te donne un lien. Et maintenant, il te dit, à travers le lien, si quelqu'un paye, tu as peut-être, dans les 50 000 francs, tu as 20 000. Tu vois, il te donne ta carte, et tu as 20 000 automatiquement. Comme souvent les achats se font en ligne, maintenant la personne paye, tu as 20 000. Tu penses que tu vas penser automatiquement que lui là il est bête, hein? Mais il n'est pas bête. Ça c'est chez toi d'abord. Si toi tu vends, tu as payé, il a eu son argent. Tu as encore recommandé des gens. Toi tu as eu 20 000, même si c'est 25%, même si c'est 50-50. Toi tu as eu 25 000, il a eu 25 000. Tu penses qu'il est il est bête quoi, tu vois un peu. Mais à la limite, lui il ne contente pas d'une seule personne. Toi c'est une seule personne. Mais si il a 100 personnes qui vont parler, donc à la limite lui il gagne beaucoup. Donc quand on est dans le domaine du business, on doit savoir gérer les clients. On doit savoir entretenir les clients. Parce que c'est eux qui sont le cœur de notre business. C'est eux qui font respirer le business. Sans eux, le business ne va pas rouler. Ça ne marche même pas. Donc ça, c'est les 7 stratégies de Maxime Victor. Est-ce que ça reste? Je pense qu'on tire vers la fin. Donc, je pense que vous avez appris beaucoup de choses. Ça, c'est un peu le résumé. Le livre, moi, je vous invite à aller lire le livre. 40 ans de prison, 5 ans de travail forcé, c'est un choix. À travers la couverture du livre, vous allez savoir ce qui vous arrange le plus. Est-ce que vous allez accepter souffrir un temps soit peu et vivre la vie que vous voulez vivre, ou bien vous voulez souffrir éternellement? Éternellement. Est-ce que vous voulez, c'est lequel vous voulez? Souffrir éternellement, ou bien souffrir un temps soit peu et puis vivre la vie que vous voulez vivre. Ça, c'est votre choix à faire. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. C'était Denis Kisonzida Kuala et à très très bientôt pour d'autres formations.